Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Laura de la Féministerie pour une interview one-to-one. Du coup, Laura, Salut, Laura. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr. Donc, je m'appelle Laura, j'ai 28 ans, je suis l'une des cofondatrices de la Féministerie, qui est une plateforme d'ateliers en ligne, et c'est interactif, sur les questions féministes et au sens large, on ne parle pas que de sexisme, mais également l'une des fondatrices de Projet Adelphité, qui est une agence de conseil en diversité. Parfait. Et je suis une ancienne avocate. Oui, accessoirement. Juste ça. Est-ce que tu peux me dire à quel moment tu as pris conscience que le fait d'être une femme, c'est un enjeu dans la société actuelle? Je crois que j'en ai eu conscience de manière inconsciemment, mais je le savais depuis toute petite. J'en ai pris vraiment conscience beaucoup plus tard, notamment quand je me suis intéressée aux questions féministes. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours marquée d'aussi loin que je me souvienne. Et je me suis toujours dit, je serai jamais dépendante financièrement d'un homme. Parce que je pense que j'avais conscience, toute petite, que ma mère dépendait financièrement de mon père, puisqu'elle a arrêté de travailler à ma naissance. Et je ne voulais pas reproduire ça. Je devais sentir au fond de moi que ma mère, du coup, n'était pas totalement libre. Et mon caractère indépendant était déjà là. Et je suis en mode, jamais je ne dépendrai financièrement d'un homme. Donc, je vais faire ce qu'il faut. Et je vais réussir à vivre par moi-même, ne serait-ce que financièrement. Puis bon, au fil des années, j'ai décidé que je ne voulais pas être en couple avec un homme cis. Et donc, mon indépendance vis-à-vis des hommes, c'est encore agrandi. Mais je pense que, voilà, au fond de moi, j'en avais conscience très très jeune. Parce que j'ai grandi toujours avec cette idée, ça a été un peu le fil rouge dans ma vie, de je serai indépendante financièrement. Okay. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi la carrière d'avocate initialement? Je l'ai choisi parce que pour moi c'était un challenge intellectuel. C'était un métier où je m'ennuierais jamais et tous les jours ça apporterait des nouveaux questionnements et que j'apprendrais toute ma vie. Et moi j'adore apprendre et j'ai fait des stages dans l'immobilier et un peu en gestion. Et je me suis rendu compte que en fait, je captais très vite ce qu'on attendait de moi et que ça pouvait devenir rapidement une routine. Je me suis dit, mais en fait, avocate, ça sera pas une routine. En fait, ce sera toujours de nouveaux challenges. Et j'ai choisi ma spécialité qui est la fiscalité des entreprises. Aussi pour ça, parce que y a au moins 2 lois de finances par an. Donc en fait, la loi, elle change tout le temps. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais apprendre toute ma vie et ça sera trop cool. Okay. Quand tu as pris conscience de cet enjeu d'être une femme et notamment de l'indépendance financière, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à ton échelle face à cet enjeu-là en fait? Il y a la création de la Féministerie et de Projet Adelphité. Donc la Féministerie, c'est vraiment vers les particuliers. Donc l'idée, en fait, on s'est rendu compte, notamment via un groupe de parole que j'ai créé il y a 3 ans, et Talia était l'une des premières membres, donc on peut dire qu'on l'a co-créé, qui avait un besoin... En fait, la déconstruction, c'était souvent un processus solitaire et qui pouvait générer du coup une solitude. Et c'était pas évident, notamment, on change, aussi dans nos manières de penser, avec l'entourage, on ne va pas nécessairement bien le prendre. Et le groupe de parole, ça a été l'occasion de se sentir moins seul, on se réunissait une fois par mois et tout, on se dit on veut faire plus. Et donc la Féministerie, c'est accompagner les gens dans leur déconstruction en proposant des ateliers en visioconférence, en petits groupes de façon très interactive, pour que ça aille plus vite et que ça soit moins challengeant. Ouais. Et pour les entreprises, il y a Projet Adelphité. Je dis les entreprises, mais ça concerne aussi les associations, l'enseignement supérieur ou même les collèges, lycées, les écoles, et de créer des conditions, d'accompagner les organismes, les personnes morales, à créer les conditions qui leur permettent d'être plus inclusifs en fait, où les personnes issues des minorités puissent en fait explorer pleinement qui elles sont, leurs talents, et qu'il n'y ait pas une limite parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des personnes racisées, parce que ce sont des personnes queer. Et nous, on est en mode, en fait, les obligations légales, elles ne sont pas suffisantes à l'heure actuelle. En plus, franchement, on a fait notre étude de marché sur la concurrence il n'y a pas longtemps, et on se rend compte que c'est globalement que des personnes blanches qui font ça en plus. Et qui vont faire des formations suite à la loi de 2017 sur justement les non-discriminations, notamment dans le monde du travail, sur recruter sans discriminer, manager sans discriminer, mais ça ne va pas plus loin. Et nous, on est en mode, en fait, il y a déjà 2 personnes racisées dans notre équipe. On sait en fait ce qu'on attend des employeurs pour se sentir bien et intégré et à l'aise pour pouvoir exploiter pleinement notre talent et déployer nos ailes, si je puis dire. Nous, on est en mode, les entreprises, oui, on fait des formations, mais on va aussi vous accompagner pour créer une culture d'entreprise qui est propice à ça et qui permet de sortir de toujours les mêmes profils en fait. Ouais, trop bien. C'est trop bien.
on en a besoin de sortir de l'intégration pour entrer dans la vraie inclusion, justement. Trop cool. C'est quoi ton rêve pour les générations à venir? Plus de sororité, plus d'adelphité, plus d'écoute et d'empathie. Parce qu'en fait, on ne peut pas... Déjà, l'écoute, la capacité d'écoute et d'empathie, c'est quelque chose qui se développe, qui s'apprend. On n'est pas... Alors, il y a des gens qui ont plus ou moins de talent par rapport à ça, comme il y a des gens qui sont plus doués en dessin ou en musique que d'autres, mais c'est le travail dessus qui va permettre de vraiment faire éclore ces qualités-là. Et ouais, du coup, savoir s'écouter vraiment. Et moi, je vois que ma capacité à écouter des gens qui n'ont pas le même vécu que moi, ça m'a permis de les humaniser davantage. En fait, de faire ce travail, d'être capable de mettre en recul, d'écouter la personne en face de moi, de découvrir un vécu qui est radicalement différent du mien. Je me suis dit, en fait, je la vois davantage, cette personne, je la vois vraiment. Avant, je la voyais pas. Il y avait cette espèce de filtre de tous les préjugés qu'on peut avoir. Et en fait, en écoutant, on déchire ce filtre. En fait, vraiment, on déchire un espèce de voile qui nous empêchait de voir la personne telle qu'elle était. Et là, en ayant conscience que les personnes racisées ont un certain vécu, les personnes queer ont un certain vécu, etc. Les femmes ont un certain vécu, mais ça, bon, j'étais déjà concernée. Puis bon, queer, je l'ai découvert que je l'étais il n'y a pas si longtemps que ça. Les personnes handicapées ont un certain vécu, etc. Ça m'a permis de sortir tous ces préjugés et de... je sais que il y a ce vécu, et donc j'aborde la personne en ayant conscience de ce vécu-là et de comment je dois me positionner en fait pour accepter cette personne pleinement dans son humanité. Et c'est ça que je souhaite pour les générations futures, de vraiment pouvoir accepter l'autre, les autres, pleinement dans leur humanité. Et puis dire, l'enfer c'est les autres, mais l'humanité c'est les autres. Voilà. On est juste sur un petit truc quand même, une petite digression. C'est à quel point c'est inconfortable de faire tout ce que tu as fait, parce que c'est vrai que du coup toi tu es discriminée en tant que femme, mais tu es une femme blanche, donc tu as certains privilèges par rapport à d'autres femmes qui sont racisées, ou tu es une femme valide aussi par rapport à des femmes qui sont non valides, tu as quand même un certain privilège. À quel point ça a été inconfortable pour toi, ou c'est toujours inconfortable pour toi de découvrir tout ça? À l'heure actuelle, c'est plus inconfortable du tout parce que c'est devenu une habitude. En fait, c'est des nouvelles connexions neuronales que tu crées, donc c'est un challenge en fait. J'aime bien parler, j'aime m'exprimer, notamment parce qu'en tant que femme, on m'empêche beaucoup souvent de m'exprimer. Ça, c'est le challenge que je m'impose, c'est de moins parler, d'écouter davantage les autres. Enfin, non, plutôt de laisser davantage les autres s'exprimer, parce que je les écoute. Mais des fois, quand on est en call, je me rends compte que je prends facilement le lead et que c'est à moi aussi de pousser mes associés à prendre davantage confiance en elles. Donc forcément, quand tu essayes il y a un côté désagréable de travailler sur soi, mais je me suis toujours rappelé que ce côté désagréable, c'était absolument rien comparé à la violence que vivaient tous les jours les personnes concernées. En fait. Et ça, je le remets en perspective. Et d'ailleurs, justement, sur la féministerie, j'anime un atelier sur la déconstruction. Qui est génial. Merci. Et je parle de ça, oui, en fait, quand on découvre les discriminations que vivent les autres, les oppressions que vivent les autres, on a l'impression de prendre une claque. Mais cette claque, cette violence, elle est tellement minime comparée à la violence des micro-agressions, parce que les micro-agressions, c'est un truc qui te rentre sous la peau. Enfin, tu te sens pas bien dans ton corps, en fait, d'un coup. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on vit vraiment quand on est racisé. Et moi, j'en parle parce que par rapport à mes cheveux, j'ai vécu ces micro-agressions-là. Et en fait, j'en ai parlé avec Talia, qui est une femme noire, du coup, une de mes associées, qui m'a dit ouais, c'est exactement ça, mais tout le temps. Et là, je suis en fait, le petit désagréable qu'on a de se déconstruire, mais c'est minime comparé à ce truc où on rentre sous ta peau, quoi. Et du coup, en fait, ça en vaut tellement la peine d'accepter les autres dans leur humanité pleine et entière que c'est pas désagréable, en fait. Du coup, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent? Plus de sororité. Je vais paraphraser Bell Hooks, qui disait en fait on n'aura pas de vraie sororité tant que les femmes continueront à utiliser leur race ou leur classe contre d'autres femmes. Et donc sortons de ça et créons une vraie sororité, une vraie adelphité entre nous. Voilà. Merci beaucoup Laura, je suis ravie d'avoir fait cette interview avec toi. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir regardés. Vous aurez toutes les informations sur la féministerie et projet adelphité. N'hésitez pas à suivre, à regarder, à vous déconstruire et je vous dis à très vite.